Bonjour Yannick, Bonjour Thomas, bienvenue sur le plateau pour la 5e fois. merci, merci pour ton accueil. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de l'actualité parce que sur les marchés publics, il y a une ordonnance, notamment le 22 avril, qui a été publiée et qui modifie quelques dispositions qui sont intéressantes, surtout pour les concessionnaires, les contrats de concession en fait. Et puis, je vous parlerai d'un point qui me semblait très important aujourd'hui, c'est la reprise des marchés publics de travaux, puisqu'en fait, on est dans une phase où le gouvernement invite les entreprises à reprendre leur activité. Beaucoup d'entreprises qui ont été à l'arrêt sont mises à mal par cette situation. Dans le même temps, elles doivent respecter des conditions sanitaires sur les chantiers qui ne sont pas simples à appliquer. Je ferai un petit point aussi sur cet aspect-là. Et puis D'accord. on verra également les conséquences des différents cas de figure de cette reprise, ou plutôt de l'interruption des marchés de travaux. Eh ben, zou, hop hop hop, qu'est-ce qu'il nous dit le 22 avril? Alors, rapidement, donc sur l'actualité, ce que je voulais vous dire, c'est signaler que le législateur a publié une ordonnance le 22 avril, donc c'est récent. Je vous avais parlé de l'ordonnance du 25 mars, elle concernait différentes dispositions touchant à la commande publique en particulier, suite à l'état d'urgence sanitaire, qui permettait notamment aux entreprises d'être exonérées de leurs obligations contractuelles, qui permettaient l'ajournement de certains marchés, etc., etc. On avait fait un point sur cet aspect particulier dans la foulée de l'ordonnance du 25 mars. Cette ordonnance, elle a été complétée par l'ordonnance du 22 avril sur quelques points. Alors, très rapidement, ces quelques points, c'est un article qui est modifié, c'est l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars. En fait, il est modifié pour élargir le champ d'application de l'exonération de responsabilités et de sanctions contractuelles qui pèsent sur les concessionnaires de services publics dans certains cas. Voilà, puisqu'en fait, le législateur s'est rendu compte qu'il y avait sinon un trou dans la raquette, au moins quelque chose qui n'était pas tout à fait complet, c'est-à-dire que certains concessionnaires qui étaient empêchés, non pas par des décisions directes administratives, mais indirectement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, du coup, sont également intégrés dans les dispositions de cette ordonnance. Il y a également un ajout d'un 7e article sur cette même ordonnance qui tient compte du cas particulier des contrats qui portent occupation du domaine public. Donc là, je ne vais pas rentrer dans des notions très techniques, mais en fait, il y a de nombreuses entreprises qui exercent une activité et qui occupent un espace public et qui, pour ce faire, payent une redevance. Donc là, ça permet la suspension du paiement de ces redevances-là. D'accord. Et puis enfin, ça marche aussi pour les échelles locales avec les mairies, par exemple ceux qui louaient des terrasses ou des trucs comme ça, non? Alors c'est tout ce qui est lié au contrat de concession de service public. Donc c'est un cas un peu particulier. C'est pas la même chose que. Alors je sais pas dans quelle mesure je pense que cette ordonnance touche aussi ce que tu évoques. Mais là, ce que j'évoque moi, c'est autre chose. C'est vraiment un cas particulier de concession. Par exemple, ça peut être devoir occuper dans l'exercice d'un contrat de concession. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, l'UCPA qui loue la piscine olympique pour l'exploiter. Sans doute, oui. D'accord. Oui. Voilà, alors c'est un cas dont on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des difficultés économiques générées par la situation Covid-19 qui conduisaient à devoir finalement prendre en compte les difficultés et les intégrer dans cette disposition législative. Dernière petite chose, c'est une modalité plutôt qui concerne les collectivités dans leur fonctionnement. En fait, il y a dans les règles de fonctionnement des collectivités des commissions d'appel d'offres et des commissions de délégation de services publics qui se réunissent régulièrement. Dans le cadre de cette crise, évidemment, elles ont été mise un petit peu à mal dans la capacité à se réunir. Et comme il est probable que beaucoup de contrats fassent l'objet d'avenants de plus de 5% et que les dispositions prévoient qu'elles doivent se réunir dans ces cas-là, du coup, il y a un article 61 qui a dérogé à ces règles de réunion obligatoire de la commission lorsque l'avenant
au contrat dépasse les 5%. Donc c'est vraiment une modalité qui concerne surtout le fonctionnement interne des collectivités, mais par voie de ricochet, ça concerne aussi les attributaires de marché qui sont concernés par des avenants qui dépassent le seuil de 5% et qui pourraient voir dans cette situation d'incapacité des commissions à se réunir, comme le fixait la règle précédemment, un décalage de la validation de leurs avenants et donc de leurs modifications contractuelles. Voilà, donc ça c'est ce que prévoit finalement cette ordonnance du 22 avril et c'est ce dont je voulais vous faire part en termes d'actualité, le 24 avril. Voilà, maintenant ce que je vous propose c'est d'évoquer le cas particulier de la reprise des marchés de travaux, marchés publics de travaux. Il y a une actualité qui a été en la matière assez forte puisqu'il y a eu beaucoup de discussions entre le gouvernement, les représentants des organisations professionnelles, avec une grosse difficulté qui tient au fait de trouver un juste équilibre dans les décisions qui sont prises entre, d'une part, le besoin de protéger les salariés, les entreprises, et l'ensemble des acteurs je dirais, d'un projet de construction, mais également l'objectif de préserver, de limiter plutôt l'impact économique de la crise sanitaire. Puisque évidemment, le fait que la plupart des chantiers soient à l'arrêt a un impact extrêmement fort et tout le monde s'interroge sur finalement qui va payer l'addition. Alors évidemment, les entreprises sont en première ligne puisque immédiatement, ça veut dire, même si elles ont recours au chômage partiel, une baisse d'activité, une situation qui n'est pas facile à gérer, mais également au travers des avenants qu'on peut imaginer qui seront passés pour tenir compte des conséquences, des mesures à prendre dans le cadre de l'impact de la crise Covid-19, c'est également les clients finalement qui vont pâtir aussi économiquement des conséquences de cette crise. Bon, donc il y a, j'allais dire, une impérieuse nécessité de reprendre, ou en tout cas de ne pas faire en sorte que tout le monde soit à l'arrêt, parce que économiquement, on voit bien que les enjeux sont extrêmement importants. Dans le même temps, on ne peut pas faire cette reprise dans n'importe quelle condition, et c'est pour ça qu'il y a eu notamment le 2 avril 2020 une forme de consensus entre les représentants des organisations professionnelles, les représentants de la prévention des risques liés au domaine du bâtiment et des travaux publics, et les entreprises et le gouvernement, au travers de l'édition d'un guide qui a été émis par l'OPP-BTP. C'est l'organisme paritaire de prévention des risques dans le domaine du BTP, qui a pour vocation, ce guide, de déterminer les mesures sanitaires à mettre en œuvre, ou à remplir, plutôt les conditions à remplir pour que les chantiers puissent s'exécuter, puissent être repris dans des conditions qui préservent la sécurité des personnes qui travaillent. Alors, des mesures, je ne vais pas énumérer toutes ces mesures, hein, je vous invite à en prendre connaissance. Évidemment, si vous êtes dans le secteur d'activité, il faut absolument que vous lisiez ce guide. On a le temps, il y a 24 pages et c'est écrit en tout petit. Non, là tu es un peu sévère parce que finalement il y a beaucoup d'annexes qui sont assez utiles d'ailleurs parce qu'on a des questionnaires, des choses comme ça, des checklists. Et en fait, je crois qu'il n'y a que 8 pages. Donc 8 pages, bon, je pense que c'est à peu près à la portée de tous. Alors après, c'est vrai que quand on le lit, hein, moi je l'ai lu en totalité. Je suis pas un expert du domaine de la prévention des risques d'accident du travail dans le domaine du BTP. C'est très facile à lire. Dans le même temps, on se dit il y a beaucoup de choses à faire, à la fois au niveau de l'entreprise, de l'employeur, à la fois au niveau du maître d'ouvrage, puisque le maître d'ouvrage, le client, il a aussi des obligations à satisfaire, et puis à la fois au niveau des salariés, parce que dans l'exécution des mesures de prévention sanitaire qui sont à prendre, évidemment, c'est une responsabilité qui touche aussi chaque individu qui va intervenir sur un chantier. Donc c'est vrai que ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être un cadre de référence sur lequel on doit s'appuyer quand on est dans le domaine. On a tout intérêt à s'appuyer, même s'il n'a pas de valeur normative ou légale, parce que c'est un guide, hein, il a été approuvé par le gouvernement, il a été approuvé par les représentants des organisations professionnelles et alors pas tous, mais en tout cas un échantillon de représentants des entreprises et des organisations professionnelles du domaine. Dans le même temps,
c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur légale. Hein. Il fait des recommandations. Oui, mais je pense qu'après, Donc, ça va servir de base aussi, dès qu'il y aura des procédures judiciaires ou autres. Ça sera ça qui servira de base pour tout à pouvoir fait. juger. Alors, évidemment, ça veut dire que même s'il n'a pas de valeur, je dirais, de directive réglementaire, de valeur normative, il est évident que, par exemple, une entreprise qui serait condamnée, enfin, en tout cas assignée devant une juridiction pour s'expliquer des mesures qu'elle n'a pas mises en place et pourtant qui figureraient dans ce guide, serait très ennuyé, hein, parce qu'il aurait du mal, cet employeur, à justifier les raisons pour lesquelles il a repris l'activité sans mettre en place les mesures qui étaient préconisées. Donc, je dirais, même si ça n'a pas de valeur d'imposition légale, c'est quand même un cadre important dont il faut absolument prendre connaissance et qu'il faut appliquer pour être, je dirais, en sécurité sur le plan, on va dire, juridique dans différents registres je dirais des peines qu'on encourt, mais en particulier sur le volet pénal, puisque c'est aussi la responsabilité pénale de l'employeur qui peut être en jeu. Également du salarié, hein, si un salarié contrevient à certaines règles et qu'il met en danger ses collègues, il peut aussi être poursuivi pour une raison qui est liée à la mise en danger d'une personne, etc. Et donc c'est pénalement qu'il peut également être poursuivi. Donc c'est vraiment très important d'en prendre connaissance et de voir si on peut mettre en pratique ces dispositions. Parce que la conclusion, si la réponse est non, c'est je ne reprends pas l'activité. Cette conclusion-là, elle peut être une conclusion commune entre le maître d'ouvrage et les entreprises ou l'entreprise, s'il n'y en a qu'une qui intervient, mais elle peut être aussi simplement la conclusion de l'entreprise d'une part ou du maître d'ouvrage de l'autre part, hein, sans qu'il y ait un consensus. Et dans ces cas-là, évidemment, il y aura un différend entre les deux parties, mais néanmoins, moi j'invite les entreprises en tout cas à être très prudentes et si elles estiment qu'elles risquent de mettre en danger leurs salariés parce que les conditions ne sont pas remplies de l'installation, par exemple, d'un point d'eau nécessaire pour se laver régulièrement les mains, de voies d'accès qui permettent suffisamment de séparer les flux entrant et sortant de personnes qui vont conduire à ce qu'il n'y ait pas de contact trop important, etc., etc. Bah, si ces conditions-là ne sont pas remplies, moi j'invite l'entreprise à prendre la décision de dire non, je ne reprends pas l'activité. Et le salarié en particulier, à son niveau aussi, il peut faire valoir son droit de retrait si évidemment il estime que les conditions des gestes barrières, des mesures de prévention qui sont à prendre et qui sont décrites dans ce guide ne sont pas remplies. Donc, guide très important. Ce guide, son histoire, hein, c'est un compromis. C'est suite à une discussion le 20 mars dans lequel il y avait un petit peu en balance le chômage partiel, la notion de chômage partiel dans le domaine du BTP. Parce que le gouvernement, assez rapidement, lorsque le confinement a été décrété, a pointé du doigt les entreprises du secteur du BTP en disant il faut absolument que vous poursuiviez, il ne faut pas tout arrêter parce que il a craint des conséquences économiques extrêmement dévastatrices, hein, et on peut le comprendre. Le BTP, je crois que c'est de l'ordre de 6% du PIB à peu près, et c'est des centaines de milliers d'emplois à la clé. Donc économiquement, ça pèse énormément, et la question est de savoir quelles seront les conséquences économiques de cette décision de confiner. Donc l'idée, c'est de dire on confine, néanmoins toutes les activités qui sont permises en période de confinement, on les maintient. Tout ce qui peut être fait en télétravail, évidemment, y compris pour les entreprises de BTP, on organise du télétravail, etc., etc. Mais c'est vrai que quand on est sur un chantier important dans lequel il y a de la coactivité, c'est-à-dire qu'il y a une intervention de multiples entreprises et intervenants, c'est extrêmement difficile d'appliquer tous les gestes barrières et d'appliquer les mesures qui sont préconisées dans le guide. C'est également difficile dans la mesure où ça requiert des matériels comme évidemment des masques, des gants, un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour que les compagnons puissent travailler dans des conditions sanitaires satisfaisantes telles que décrites dans ce guide. Donc ça veut dire que concrètement, sur les très grosses opérations qui nécessitent beaucoup d'intervenants,
qui génèrent beaucoup de coactivité, c'est vrai que ces mesures sont beaucoup plus difficiles à mettre en place que sur un chantier qui ne fait intervenir qu'une seule entreprise et éventuellement qu'un seul compagnon qui tout seul va pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Et j'ai une question d'un internaute qui demande, est-ce qu'il faut que l'intégralité des mesures qui sont décrites dans ce guide soit respectée à la lettre, ou si c'est à peu près ça, c'est bon, ou est-ce qu'il faut juste tendre vers ça? Non, c'est pas à peu près ça. Il faut. Alors, il y a des conditions alternatives, hein, c'est-à-dire par exemple, si je peux organiser des conditions où chaque compagnon sera largement distant de plus d'1 mètre, par exemple, hein, je n'ai pas à les équiper de masques. D'accord ? Si par contre, l'organisation fait que il y a une forte probabilité pour que la distance d'1 mètre ne puisse pas être respectée de manière continue, là, évidemment, il faut que les compagnons portent des masques. Donc, ces conditions, elles sont alternatives, mais face à une situation donnée, il faut que, à mon sens, toutes soient remplies. Sinon, on pourra invoquer un manquement de la part de qui? Ça peut venir du maître d'ouvrage, hein, parce que le maître d'ouvrage a aussi des obligations d'organiser un cadre de travail, un environnement qui soit propice à ce que les conditions soient remplies. Ça peut venir du CSPS, le coordinateur sécurité et protection de la santé. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a coactivité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises sur un même chantier, qui a un rôle important puisque c'est lui qui va coordonner toutes les interventions sur le plan de la sécurité, de la prévention de la sécurité et de la santé. Et donc du coup, il établit ce qu'on appelle un plan général de coordination, le PGC, et chaque entreprise établit un PPSPS. C'est un plan particulier, plan de prévention, de sécurité, plan de prévention, plan particulier. De sécurité, d'organisation, d'équipement, non ? Plan de prévention, de sécurité et protection de la santé. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. En gros, très clairement, c'est le document par lequel ils décrivent les mesures qu'ils prennent à leur niveau pour prévenir les risques vis-à-vis de la sécurité et de la santé des travailleurs. Donc en fait, c'est vraiment un travail en commun qui devra être fait pour que sur chacun des chantiers, au cas par cas, tous ces acteurs, le maître d'ouvrage, l'entreprise ou les entreprises intervenantes, le coordinateur sécurité protection de la santé, CSPS, évalue, c'est la première étape, hein, ce qui est préconisé dans ce guide, si les conditions à mettre en œuvre pour travailler en sécurité peuvent être remplies. Ensuite, si elles peuvent être remplies, ça va se traduire dans un certain nombre d'actions de la part de chacun des acteurs, chacun à son niveau. Le maître d'ouvrage va veiller à ce que son CSPS, puisque c'est lui qui leur a désigné, il travaille sous sa coupe, mette à jour son plan général de coordination de façon à tenir compte de ces mesures sanitaires particulières, qui lui-même, le CSPS, veillera à ce que les entreprises aient mis à jour leur PPSPS pour que toutes ces mesures soient bien mises en œuvre. Et ensuite, il y aura un travail de contrôle. Hein. Le guide parle même de désigner un référent dans les entreprises intervenantes et au niveau de la maîtrise d'ouvrage, un référent Covid-19 sur chacun des chantiers. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement... c'est à prendre avec extrêmement d'attention chacun des points du guide, et c'est pas quelque chose qu'il faut faire de façon approximative. Sinon, on s'expose à un risque, effectivement, qui va jusqu'à engager la responsabilité pénale de l'employeur s'il s'agit de l'employeur, mais également du maître d'ouvrage s'il s'agit du maître d'ouvrage, qui a absolument insisté pour reprendre l'activité alors que les conditions n'étaient pas remplies, que tout le monde l'a alerté sur ce fait-là et qu'il veut malgré tout continuer en ne mettant pas à son niveau les dispositions que requiert finalement la situation de crise particulière que l'on traverse aujourd'hui. Donc, à retenir de cet aspect lié vraiment au guide, le guide, c'est un cadre à suivre de très près, même s'il n'a pas de valeur législative. Tout le monde a intérêt à suivre très scrupuleusement ce qui est édicté au travers de ce guide, première chose. Deuxième chose, c'est un travail concerté entre tous les acteurs, en particulier le client, le maître d'ouvrage, et là où les entreprises, mais également le maître d'œuvre, le CSPS, enfin toutes les parties prenantes qui vont œuvrer pour que les conditions satisfaisantes sur le plan sanitaire qui sont décrites dans ce guide puissent être remplies. Enfin, en tout cas,
œuvrer déjà pour évaluer si elles peuvent l'être. Et ensuite, si on décrète qu'elles peuvent l'être, là, tout mettre en œuvre pour qu'elles le soient, le contrôler, l'assurer en permanence dans l'exécution du marché qui a fait l'objet de la reprise. J'ai une question d'un Voilà, internaute qui demande le coût de toutes ces mesures, etc. Parce que quand ils ont calculé pour faire le chantier, je vais dire une bêtise, ils ont prévu 1 heure pour faire le placo de ceci, 1 heure pour faire ce truc. Et là, avec toutes les protections à mettre en place, déjà, il y a le temps humain qui va être démultiplié. Donc le chantier qui devait durer 1 semaine va peut-être durer 15 jours, 3 semaines du fait de ces mesures-là. Et puis après, il y a aussi le coût de toutes les mesures barrières. Qui c'est qui va payer la borne, qui c'est qui va payer les masques, etc. Est-ce qu'on peut le répercuter sur la facturation? Alors c'est une très bonne question à laquelle malheureusement j'ai pas une réponse toute faite au jour d'aujourd'hui. Les surcoûts sont multiples. On a des coûts directs qui sont liés, par exemple, aux mesures à prendre, aux mesures sanitaires, l'acquisition de masques, etc., gel hydroalcoolique, etc., etc. Ça c'est des coûts qui sont assez faciles à flécher, à identifier, mais il y a des coûts un peu moins faciles à identifier. C'est par exemple la perte de productivité. S'habiller ou faire des manipulations avec un masque, avec des gants, prendre des distances, agir sans pouvoir, par exemple, être aidé d'un compagnon pour pouvoir porter une charge lourde, des choses comme ça, et devoir prendre une grue du coup pour pouvoir se substituer à ce moyen humain de soulever une charge. Tout ça, ça va avoir un impact économique, un impact également en termes de délai. Mais sans qu'on puisse dès aujourd'hui, à mon sens, estimer précisément toutes les conséquences, parce que on est encore au balbutiement de cette reprise. Il y a des mesures donc, qui sont décrites dans ce guide qu'il faut mettre en œuvre. Elles seront mises en œuvre dans des conditions différentes et adaptées à chacun des chantiers, avec des surcoûts qui seront plus ou moins importants, selon que le chantier est très important, mais en œuvre énormément d'entreprises, gèrent de l'interaction entre les différents lots de manière très forte, etc., etc. C'est très difficile à dire. C'est très difficile, même maintenant, de dire, moi, entrepreneur, je sais que ça va me coûter tant de plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour répondre à la question de la valorisation du surcoût, aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt. Alors, j'ai vu, moi, des organisations professionnelles qui parlaient de l'ordre de 20% de surcoût, des choses comme ça, mais je pense que c'est très approximatif. Et je pense qu'il y a même des surcoûts qu'on n'a pas encore imaginés aujourd'hui, parce que ces mesures de prévention, elles évoluent tous les jours. On l'a vu au travers de la crise, les recommandations vont évoluer. Il y a déjà une mise à jour du guide qui a été faite le 10 avril, il était sorti le 2, il y en aura certainement encore de nouvelles. Donc, ça veut dire que ces nouvelles conditions qui vont générer des surcoûts, effectivement, il va falloir les tracer, les justifier, les identifier, et puis désigner qui les supporte. Donc, dans la plupart des cas, l'idée est que ce ne soit pas l'entreprise qui supporte ces coûts-là, en tout cas pas toute seule, parce qu'il n'y a pas de raison que, comme c'est une demande, quelque chose qui s'applique à l'ensemble, que seule l'entreprise en supporte les frais. Mais et donc, du coup, ce qu'on pourrait estimer comme étant légitime, c'est que ce soit le maître d'ouvrage, le client final, qui finalement supporte ces surcoûts. Maintenant, à quel prix, à quel niveau, selon quelles conditions, etc. Tout ça, ça va se déterminer chantier par chantier au travers des discussions qui vont devoir avoir lieu sur les nouvelles conditions de poursuite du chantier. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a en plus, à mon avis, aujourd'hui une vision que l'on a des surcoûts qui est un peu minimaliste, parce qu'il y a des mesures qui vont évoluer, qui vont s'ajouter. Il y a probablement des difficultés de mise en œuvre dont on va s'apercevoir quand on sera dans une reprise plus significative d'activité. Et donc, l'évaluation précise du surcoût, elle dépendra des chantiers, et aujourd'hui, c'est un peu tôt pour en faire le bilan. Par contre, il faut absolument que les entreprises justifient, tracent, mettent vraiment en place une comptabilisation très précise, très fine de tous ces impacts-là, directs et indirects. Alors le direct, c'est plus facile. Si moi, entrepreneur du BTP, j'achète des masques, je sais combien je les achète, j'ai la facture d'achat, j'ai des pièces justificatives, il n'y a pas de problème.
le maître d'ouvrage pourra toujours me reprocher peut-être de les avoir achetés trop cher ou d'appliquer une marge sur ces masses qui n'est pas acceptable, etc. Donc il va y avoir quand même des discussions, mais c'est plus facile de discuter sur cette base-là. Par contre, ma perte de productivité parce que le fait de mettre en œuvre des mesures de distanciation sur le chantier font que moi j'ai estimé que j'avais été productif de 30% de moins que la productivité normale. Bon bah ça va faire l'objet certainement de discussions, de débats, d'échanges entre le client et l'entreprise, évidemment, puisque c'est quelque chose qui va être discutable et dont on n'a pas aujourd'hui, pour lequel on n'a pas un barème tout fait qui permet d'appliquer et pour lesquels il sera plus difficile de présenter des justificatifs que pour les surcoûts directs qui sont supportés. Donc ça veut dire que vraiment, il faut être totalement transparent avec le maître d'ouvrage. Il faut justifier, documenter finalement tout ce qui va permettre de motiver la présentation du surcoût pour que, in fine, il y ait le moins de discussions possible, en tout cas le moins de désaccords possible sur la facture finale que le client se verra proposer par l'entreprise liée à l'impact de la crise sanitaire. Et j'ai une autre question, c'est est-ce que mon client peut suspendre le chantier sous prétexte qu'il va modifier le cahier des charges, notamment pour le réaménagement, etc., pour adapter les locaux? Alors, on va y venir. C'est un autre point que je voulais aborder. Donc, juste pour terminer sur cet aspect guide et conditions sanitaires à mettre en œuvre. Donc, vraiment, soyez vigilants sur les préconisations du guide. C'est le conseil que je peux vous donner, que vous soyez maître d'ouvrage, maître d'œuvre, CSPS évidemment, mais également entreprise. Échangez au maximum en amont de la reprise de ces chantiers pour bien évaluer toutes les conséquences, bien vérifier que toutes les conditions qui incombent à chacun des acteurs pourront être remplies. Pour éviter finalement de commencer à reprendre et puis de voir tous vos salariés qui soulèvent leur droit de retrait pour finalement devoir arrêter dans des conditions moins bonnes le chantier. Donc, et à défaut de remplir ces conditions, si vous estimez que quel que soit votre rôle, que les conditions ne sont pas remplies, que vous soyez entreprise, que vous soyez maître d'ouvrage, refusez la reprise du chantier. Différez-la et suspendez-la aux conditions à remplir pour que vous estimiez que les critères qui sont établis au travers du guide soient satisfaits. D'accord. Voilà. Alors, et vraiment, attention, parce que derrière, on ne parle pas que de responsabilité contractuelle, que de choses liées à des pénalités, des indemnités et des aspects économiques. On parle aussi de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale de l'employeur, la responsabilité pénale du décideur de la collectivité, la responsabilité pénale du CSPS, la responsabilité pénale de l'architecte. On est vraiment sur des choses qui peuvent aller loin parce que sans être dans le catastrophisme, si effectivement il y a une action intentée suite à un décès de quelqu'un qui est décédé du Covid-19 et dont il est avéré qu'il a été infecté par le biais de son intervention sur un chantier et que sont révélées des lacunes majeures par rapport aux mesures sanitaires qui devaient être mises en œuvre, on peut très bien avoir la co-responsabilité d'ailleurs engagée du chef d'entreprise, de l'élu, voilà, en complémentarité. Et donc du coup, faites très attention à ça parce que c'est pas du tout anodin et ça peut aller jusqu'à vraiment engager votre responsabilité pénale. Voilà, c'était vraiment le message fort que je voulais faire passer sur cet aspect conditions d'intervention sur les chantiers et conditions de reprise des chantiers. Maintenant, pour répondre à la question, ce que je voulais faire avant de parler de la suite, enfin des conditions de poursuite du chantier, c'est déjà faire un zoom sur les différentes formes d'interruption qui ont pu être organisées. En fait, il y a deux cas particuliers. Soit l'interruption, c'est-à-dire l'ajournement du chantier, a été décidé par le client, le maître d'ouvrage. Soit elle a été décidée, cette interruption à la demande, à l'initiative de l'entreprise. Soit parce que le chef d'entreprise estimait qu'il n'était plus possible, dans de bonnes conditions, d'exécuter le chantier, soit parce que ses salariés ont fait valoir leur droit de retrait et le chantier, du coup, ils n'ont pas pu l'assumer et l'entrepreneur a dit au maître d'ouvrage, moi, je ne continue pas. Ces deux cas-là sont vraiment à distinguer parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Si c'est le maître d'ouvrage qui a, là je parle vraiment sur les marchés publics, mais en marché privé on n'est pas très loin non plus de ce mécanisme-là, mais si c'est le maître d'ouvrage qui a décidé de l'ajournement
l'impact pour l'entreprise de cette période d'ajournement va être le suivant. Pendant cette période-là, les frais de garde de l'ouvrage, c'est-à-dire tout ce qui est lié à son gardiennage, vraiment ce qui est lié au fait de s'en occuper, même s'il est mis en sommeil pendant cette période, va être pris en charge légitimement par le maître d'ouvrage. C'est lui qui a demandé l'ajournement, l'interruption, donc c'est lui qui prendra en charge ces frais-là. Plus l'ensemble du préjudice, et ça c'est quelque chose qui est décrit dans le cahier dans le CCAG travaux, donc qui dans son article 49.1 fixe des conditions de l'indemnisation du préjudice par le maître d'ouvrage dans le cas où le maître d'ouvrage a décidé de l'arrêt du chantier, de son interruption, il va indemniser l'entreprise de l'ensemble de son préjudice. D'accord ? Donc si CCAG travaux s'applique, c'est cette disposition-là derrière laquelle il va se ranger pour se faire financer de son indemnité liée au préjudice. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'avoir absolument l'interruption qui vient de chez eux et ça facilite tout. Alors ça veut dire que c'est plus confortable de discuter de la prise en compte financière des impacts de l'arrêt du chantier quand c'est le maître d'ouvrage qui l'a décidé. Maintenant, ça ne suffit pas parce que le préjudice, il faut le documenter. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas simplement, et ça c'est valable dans toutes les matières juridiques. Si on veut être remboursé d'un certain nombre de frais qui sont liés à un préjudice qu'on estime avoir subi, il faut justifier ces frais. Et le plus en détail possible et de la manière la plus directe possible. Donc ça sera valable aussi dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est pas automatiquement je demande 1 million et le maître d'ouvrage me donne 1 million parce que c'est lui qui a demandé l'interruption du chantier et moi je dis simplement que mon préjudice est d'1 million. Non, ça suffira pas. Il va falloir évidemment justifier ce million, le détailler, etc. Et ça peut être l'objet de discussion avec le maître d'ouvrage qui va estimer que c'est pas 1 million mais c'est 800 000 parce que dedans il y a des postes qui n'étaient pas liés au préjudice. D'accord ? Mais en tout cas, dans ce cas-là, le maître d'ouvrage l'a décidé, c'est un peu plus facile, et là, on va prendre en compte l'ensemble du préjudice. Autre chose, c'est que la reprise, elle va être décidée unilatéralement, c'est-à-dire uniquement par le maître d'ouvrage. C'est lui qui a ajourné le marché, les travaux, qui a décidé de les suspendre, de les arrêter pendant une période. C'est lui qui va aussi, et lui seul, décider de les reprendre. En tout cas, vous indiquez à vous, entreprise, qu'il prend la décision unilatérale de reprendre. Ça sera un ordre de service de reprise. Concrètement, c'est comme ça que se matérialisera la demande de reprise. De la même manière que quand il a demandé d'arrêter, il vous l'a formalisé également, normalement. Si c'est lui qui donne l'ordre... Ça permet aussi de fixer des dates, parce que ça permet aussi de déterminer de manière certaine les dates pendant laquelle, la période pendant laquelle, entre les deux dates, l'ajournement a été réalisé. C'est-à-dire le marché n'a pas été suspendu. Si c'est lui qui donne l'ordre pour pouvoir reprendre l'activité, est-ce que ça veut dire que c'est lui qui prend l'intégralité de la responsabilité des conditions de reprise ? Alors, ça ne change pas par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il vous donne l'ordre. Après, si vous estimez, vous, que les conditions sanitaires par rapport aux recommandations du guide, notamment, ne sont pas remplies, vous, non seulement vous êtes en droit, en tout cas, vous avez même intérêt à ne pas reprendre et à motiver pourquoi vous ne pouvez ou vous ne souhaitez pas reprendre. Donc ça peut Soit être, vous ne souhaitez par pas exemple... parce que le maître d'ouvrage n'a pas mis en œuvre des dispositions qui sont à sa charge et qui doivent être prises en compte pour que l'environnement dans lequel s'exécute le chantier se fasse dans des conditions sanitaires qui soient acceptables du point de vue notamment du guide et des mesures barrières qui sont édictées. Soit c'est vous qui lui indiquez que vous n'êtes pas en mesure de reprendre parce que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir, par exemple, appliquer ces distanciations permanentes de plus d'1 mètre et vous n'avez pas la capacité aujourd'hui, et vous en faites la preuve, vous en apportez la preuve, il suffit pas de le dire comme ça, mais d'approvisionner en masques de manière suffisante pour pouvoir exécuter la fin du marché, la reprise du marché. Est-ce que ça peut être, par exemple, le fait de dire j'ai commandé des masques ou j'ai commandé du gel, mais j'en ai pas encore reçu, la livraison, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Est-ce que ça peut être un motif valable ? Ça peut être un motif. Alors après, il faut effectivement montrer que vous n'avez pas juste passé une commande à quelqu'un, que vous êtes vraiment démené. Enfin, il y a vraiment une obligation de votre part de faire tout ce qui est en mesure de vos possibilités pour
pouvoir essayer de trouver la solution pour répondre à votre besoin d'approvisionnement. Il ne suffit pas simplement de dire je demandais à une entreprise et puis je n'ai pas encore les masques. Je veux dire, vous devez mettre en évidence la bonne volonté dont vous avez fait preuve pour pouvoir satisfaire cette exigence d'avoir en nombre suffisant les masques si les masques sont nécessaires. Et ça peut justifier, alors j'y reviendrai un petit peu après, ça peut justifier effectivement un cas d'incapacité à reprendre. Donc là, dans ce cas-là, vous auriez l'ordre du maître d'ouvrage qui aurait, lui, décidé d'arrêter et décidé de reprendre par un ordre de service de reprise. Et là, vous lui rétorqueriez que vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous n'êtes pas capable, soit parce que vous estimez que les conditions ne sont pas remplies de son fait ou du fait de quelqu'un d'autre, soit parce que vous n'êtes pas en mesure vous-même de les remplir, eu égard à un certain nombre de choses que vous justifiez. Par exemple, l'incapacité à s'approvisionner en masques de façon suffisante. Donc ça, c'est l'interruption, c'est le cas dans lequel le maître d'ouvrage a interrompu. Il y a un autre cas qui est le cas dans lequel c'est l'entreprise qui a décidé d'arrêter. Alors, en marché public, c'est un peu particulier. Il y a une notion de faute. Décider une entreprise, c'est pas la même chose dans les marchés privés, mais en marché public, comme il y a une notion d'intérêt général, un marché public, c'est dans l'intérêt général de la population. Il y a une dimension vraiment, je dirais, d'engagement au profit de la société, engagement au profit de la sphère publique, de la sphère civile, de l'ensemble des citoyens. Du coup, les titulaires de marché public, en principe, n'ont pas le droit d'arrêter un marché de leur propre initiative. Quand bien même, ils ont des différends avec leurs clients publics. J'ai pas été payé ou j'estime que le client n'est pas correct sur la négociation des prix nouveaux qui sont apparus en phase d'exécution du marché, je m'arrête. Non, ça je peux pas. En tout cas, si je le fais, je fais une faute. Je commets une faute en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est vraiment absolument important d'avoir ça en tête. En temps normal, vous verrez après pourquoi je le dis en temps normal. Donc, si je décide de mon propre chef d'arrêter l'exécution d'un marché public, je commets une faute. Il n'y a qu'un cas qui permette de le faire, de justifier que vous le fassiez, c'est la situation de force majeure. D'accord ? La force majeure, j'en ai parlé la dernière fois, c'est quoi ? C'est une situation dans laquelle on remplit 3 conditions. C'est la notion d'extériorité. C'est quelque chose d'extérieur qui survient. J'en suis pas à l'origine et je vais le subir. C'est né de l'extérieur. C'est pas moi qui ai des manquements ou qui, par mon organisation interne ou mes moyens, des difficultés. C'est vraiment une difficulté qui vient de l'extérieur. Donc ça, c'est la première condition, extériorité. La deuxième, c'est l'imprévisibilité. D'accord ? C'était pas prévisible. En tout cas, je l'ai pas prévu quand j'ai fait mon offre pour répondre à l'appel d'offres et quand j'ai eu le marché qu'on m'a attribué, je n'avais pas objectivement la possibilité de prévoir cette situation. Donc la crise Covid, c'est un des points sur lesquels on pourra discuter après, mais en tout cas, on pourrait considérer que effectivement, pour les marchés qui ont été passés avant cette crise sanitaire, ça n'était pas prévisible. Et puis la dernière condition, c'est l'irrésistibilité. Ça t'avait fait rire, je crois, quand j'avais évoqué cette dernière notion. L'irrésistibilité, c'est l'impossibilité d'honorer sa prestation et de résister finalement aux conséquences qu'a l'événement extérieur sur ma prestation. Je ne peux pas trouver un moyen de résister à ces effets et donc du coup, je subis complètement les effets de cette situation. Donc, si on remplit ces 3 conditions, on est dans une situation de force majeure. Et dans ce cas-là, on peut justifier que l'on interrompe son marché public. D'accord. Alors, donc, et dans ce cas-là, donc si on se situe dans cette option, dans cette configuration, c'est moi, entreprise, qui ai décidé, de par cette situation de force majeure, d'interrompre le marché. C'est pas mon client qui me l'a demandé. C'est pas une décision administrative qui me l'a imposé. C'est
moi qui ai interrompu parce que j'ai estimé qu'au moment du confinement, je n'étais pas en mesure de remplir les conditions sanitaires qui devaient s'appliquer à mon personnel. Mais tu as un formulaire particulier à remplir, il y a une procédure particulière à faire? Dans ce cas-là, effectivement, il faut le signaler au maître d'ouvrage. C'est un point aussi qu'on avait évoqué quand j'avais évoqué cette situation avec l'ordonnance, notamment du 25 mars. Effectivement, quand vous êtes dans la capacité d'effectuer un marché public, il faut expliquer au maître d'ouvrage, lui dire et lui expliquer pourquoi, et le justifier. Et donc là, à ces conditions-là, et aux conditions selon lesquelles il reconnaît la force majeure, il va ne pas vous sanctionner contractuellement. C'est-à-dire, il n'y a plus de pénalité, il n'y a plus de sanctions pour retard, il n'y a plus de mesures coercitives contractuelles qui puissent s'appliquer. Donc ça, c'est bien, ça vous exonère de vos obligations contractuelles. Le délai est prolongé. Ça, c'était notamment un des points qui est repris dans l'ordonnance du 25 mars. Et puis, il y a la possibilité, mais alors là, vous allez voir, c'est un petit peu moins large que tout à l'heure, il y a la possibilité d'exiger un remboursement des surcoûts qui ont été générés par le préjudice. Mais le préjudice limité à la force majeure. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail juridique de ces éléments-là, mais ça veut dire, très concrètement, ça veut dire que le préjudice, il sera limité à la situation de force majeure et il ne sera pas aussi large, il ne prendra pas en compte autant de postes de dépenses que le préjudice dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celui que vous pourrez pour lequel vous pourrez revendiquer une indemnisation si c'est le maître d'ouvrage qui a interrompu. Donc, pour faire très simple, dans le cas où le maître d'ouvrage a interrompu, c'est mieux pour vous, entreprise, puisque ça vous ouvre droit à une rémunération, une indemnisation plus large du préjudice que vous avez subi. Dans le cas où c'est vous qui avez, même si vous étiez obligé de le faire parce que vous êtes dans une situation de force majeure justifiée, décidé d'interrompre le marché, là, c'est différent. Le préjudice sera limité, vos postes de préjudice seront limités. Ça sera moins automatique et moins large que celui que vous pouvez revendiquer si c'est le maître d'ouvrage, le client qui a décidé d'interrompre. Et est-ce que l'entreprise peut reprocher au maître d'ouvrage de ne pas l'avoir interrompu de lui-même? Alors oui, on peut toujours, effectivement, on peut lui reprocher une faute si on estime qu'il a vraiment mis en danger de façon injustifiée l'entreprise, les salariés, qu'il n'a pas donné, par exemple, d'éléments d'information sur le contexte dans lequel les salariés devaient intervenir et que sur le chantier, on a découvert une situation dangereuse du point de vue sanitaire. Oui. Après, ça va être effectivement une action intentée auprès du maître d'ouvrage par l'entreprise qui va pouvoir se régler devant la juridiction compétente. Mais oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que le mieux, c'est comme toujours, le mieux dans ces relations contractuelles, c'est lorsqu'on arrive à trouver à l'amiable une manière de régler de la façon la plus bénéfique pour tout le monde, pour le maître d'ouvrage comme pour l'entreprise, la situation, la difficulté. Et j'ai une question d'un internaute. On sait que ça dure du temps, on sait que ça coûte et on n'est jamais sûr de l'issue. J'ai une question d'un internaute qui demande si c'est à l'entreprise d'avancer les frais liés justement à cette situation, ou est-ce que c'est au maître d'ouvrage d'avancer ces frais-là? Alors les frais, ils sont de différentes natures. Il y a des frais qui vont être avancés par l'entreprise parce que par exemple, ce qui correspond, alors sauf meilleur accord, j'allais dire avec le client, ça dépend un peu de la discussion. Ça dépend de l'accord que vous trouvez avec le client public. Une des difficultés, c'est que même si vous trouvez un bon accord avec le client public, il est fort probable que ça doit faire l'objet d'un avenant qui va prendre un petit peu de temps. Donc, dans certains cas, je pense que même la plupart des cas, c'est l'entreprise du bâtiment qui va financer, qui va supporter les coûts de ces masques, de ces tenues particulières, de la sensibilisation qui sera faite aux entrepreneurs en complément de celle qui doit être faite par le CSPS, donc par le maître d'ouvrage. Et donc du coup, je pense qu'il y a des frais qui vont devoir. En fait, c'est dans le diagnostic qui sera posé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise pour savoir si on reprend le chantier que vont être déterminés aussi le qui fait quoi. Si par exemple il n'y a pas de point d'eau sur le chantier,
que l'entreprise, par facilité, dit on a des moyens, nous, d'amener, je sais pas moi, de l'eau plus facilement pour se laver les mains parce qu'il n'y a pas de point de raccordement, des choses comme ça, c'est évident que là, l'entreprise va probablement prendre l'initiative et avancer les frais. Si par contre, c'est simplement sur un espace, un accès qui peut être permis par le maître d'ouvrage pour que on en fasse un accès à une zone dans laquelle les compagnons vont aller se laver les mains alors que c'était pas du tout prévu comme ça initialement dans le chantier tel qu'il a été initié, là c'est le maître d'ouvrage qui va a priori prendre cette disposition et qui va donc du coup supporter les frais correspondants. Donc je pense qu'il y aura les deux. C'est encore une histoire par l'entreprise, des frais supportés. Après, ce serait logique que l'ensemble soit supporté par le client final, évidemment, puisqu'il n'y a pas de raison pour que l'entreprise empiète sa marge ou soit en perte liée à des mesures, je dirais, à prendre comme ça qui vont générer des surcoûts. Alors, pour répondre à la question que tu soulevais tout à l'heure, d'ailleurs, s'il y a un bouleversement vraiment des conditions d'exécution du marché liées à ces mesures d'organisation nouvelles qui doivent être mises en place, là, l'entreprise, elle est en droit de demander la résiliation du marché. De demander. Mais du coup, si tu demandes la résiliation, tu perds tout, quoi. Tu perds ton chiffre d'affaires, tu perds tout. Alors, dans la résiliation, il peut y avoir aussi, il y a en général un poste qui est lié aux effets de la résiliation sur la situation d'entreprise. Donc un manque à gagner, etc. Ça fait partie des postes qu'on retrouve généralement en tant que poste qui constitue une partie du montant qui est réclamé, qui est sollicité dans le cadre d'une indemnité de résiliation. Et le donneur d'ordre, est-ce qu'il peut dire je jette l'éponge ? On est d'accord, c'est pas forcément c'est souvent pas l'intérêt de l'entreprise. Par contre, donc c'est pour ça que je disais aussi, dans la plupart des cas, c'est un avenant, c'est une modification du contrat qui va prendre en compte ces évolutions en fait. C'est-à-dire que il y a des choses différentes à faire, il y a une structuration, une organisation qui n'est pas la même que celle prévue initialement. Il faut dans tous les cas, de toute façon, que par avenant, la reprise identifie les modifications et les actes pour que soit déterminé précisément le qui fait quoi et qui paie quoi. Dans les nouvelles conditions d'exécution du marché, puisqu'il a été modifié entre l'avant et l'après-crise Covid-19. Donc la meilleure des issues, c'est on arrive à discuter avec le maître d'ouvrage, on fait un avenant sur lequel il est d'accord, donc il est négocié cet avenant sur ses conséquences, sa rémunération, etc. Et puis le contrat s'exécute dans les nouvelles conditions de l'avenant du contrat. Par contre, si ça n'est pas possible, là ça peut conduire au cas que j'évoquais, c'est-à-dire à une justification d'arrêt du chantier, parce que l'entreprise n'est plus en capacité de l'honorer dans ces conditions-là, ou ne peut plus le supporter dans ces conditions-là. Il y a eu un trop gros bouleversement des conditions d'exécution qui remettent en cause son intervention possible. Dans ce cas-là, il peut y avoir une résiliation avec un poste d'indemnisation qui peut être demandé par l'entreprise, qui intégrera un certain nombre de postes, dont effectivement la perte de chiffre d'affaires, des choses comme ça, les conséquences de la perte de l'activité liée à ce marché. Et à l'inverse, le donneur d'ordre, est-ce que lui peut dire au bout d'un moment, écoute, franchement, t'es bien gentil, mais les surcoûts que tu m'annonces, c'est trop gros, etc. J'arrête le chantier, on arrête tout. Alors, ça peut, dans certains cas, oui, remettre en cause les conditions là de prise en compte du risque sanitaire peuvent remettre en cause certains chantiers. On peut imaginer que certains chantiers seront, dans ces nouvelles conditions, perçus comme étant trop coûteux ou trop difficiles à mettre en œuvre et seront arrêtés. Et que certains maîtres d'ouvrage décideront de résilier et prendront l'initiative de résilier de leur propre initiative parce que les conséquences affichées par l'entreprise ou estimées par eux ou identifiées techniquement par l'impact de la prise en compte des mesures de prévention sanitaire font que la capacité à l'exécuter jusqu'à son terme est compromise. Et donc, du coup, dans ces cas-là, on peut imaginer qu'effectivement, certains projets seront abandonnés en cours de route. Ça peut être le cas, par exemple, pour un projet qui est à peine démarré et dont les conséquences seraient beaucoup trop lourdes pour que la collectivité puisse les supporter. Et ça justifie une résiliation donc, par le maître d'ouvrage et donc le paiement des conséquences pour l'entreprise.
Et j'ai une dernière question, c'est est-ce que tout ce qu'on fait avec la commande publique, est-ce qu'on est sûr qu'on va être payé? Est-ce que l'État restera solvable? Alors, c'est pas, je pense qu'aujourd'hui, alors je comprends que la question se pose. Je dirais qu'aujourd'hui, oui, je ne crois pas qu'on puisse être inquiet sur la capacité des marchés publics en cours et à venir dans un avenir proche à être honorés. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont en place, qui existent, qui font que on n'est pas, enfin la commande publique est la plus sûre, la plus certaine qui soit, et beaucoup plus certaine que la commande privée, hein, puisque effectivement on a a priori des maîtres d'ouvrage qui sont solvables et jusqu'à nouvel ordre, je ne connais aucune collectivité qui soit en situation de disparition, contrairement aux entreprises, hein, parce que elle a une vocation régalienne, une vocation d'assurer des missions de service public et d'assurer des fonctions qui relèvent de l'État ou de la collectivité, qui seront maintenues et qui, j'allais même dire, qui a fortiori vont être renforcées. Moi, je pense qu'on va être plutôt dans un schéma. J'ai discuté avec un certain nombre d'élus de cet aspect-là. On est dans un schéma où beaucoup se disent on a la responsabilité de tenir bon et de ne pas fléchir sur nos investissements. Alors, c'est pas facile, toutes les collectivités ne peuvent pas être dans cette situation-là, mais un certain nombre de collectivités vont maintenir le cap en termes de prévisionnel d'investissement. Je pense que c'est l'impulsion que va donner l'État, parce que on sait très bien que la commande publique, c'est un poumon fort de l'économie française, comme de toutes les économies d'ailleurs. Et si ce poumon-là, alors excusez-moi du parallèle avec le Covid, mais s'arrêtait de fonctionner ou fonctionnait tellement mal qu'ils conduisent à des situations d'insolvabilité de certaines de ces cellules, là, ça serait vraiment catastrophique, hein. Mais je pense que on n'en est pas là, d'une part, et si on en était à ce niveau, je pense qu'on rencontrerait bien d'autres difficultés avant d'en arriver là que simplement la difficulté pour les collectivités d'honorer leur marché public. Eh bien, merci beaucoup Yannick. Je t'en prie. Merci, Thomas. Et à bientôt, et puis très bon week-end à toi en tout cas. Merci. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.